Allez, let's go. On va se faire un petit état des lieux des playoffs. L'état des lieux des playoffs. Messieurs, on a des super belles séries sur ce premier tour de playoffs. Du coup, on va analyser tout ça tranquillement. Des séries sur lesquelles on va peut-être passer un peu plus vite que d'autres parce qu'il y a moins de choses à dire tout simplement et se réserver un peu plus de temps de parole pour les séries. J'aime bien ce mot, mais les plus bandantes. Et c'est vrai que les playoffs, c'est quand même assez bandant. Messieurs, je vous propose de démarrer tout de suite avec la série entre Philly et Washington. Je vous avoue que j'ai un petit bloc-notes comme ça à côté où j'ai des notes, etc. J'ai des séries où il y a beaucoup de pavés et sur celle-là, j'ai juste quelques stats et sinon l'analyse c'est MDR. Genre vraiment, je déconne pas. Il y a 3 lettres, MDR. Je balance des stats très très vite fait sur cette série. Embiid est en 29, 7, 3, j'arrondis. Hein. Harris est en 25, 9, 3 aussi. Bill est en 33-8-5 et Westbrook en 14-5-13. Au niveau des stats purement face à face en termes d'équipe, on le voit à l'écran. Grosse différence de tout en fait. 2 points en termes de pourcentage, en termes de passes. Et puis 3-0 Philly, c'est juste sans appel. Messieurs, vous en pensez quoi de cette série Allez Teddy, lance-toi à l'eau vu que c'est ta première TDM. Je pense que là, sur ton carnet, il y a aussi un petit dessin de balai, je pense que t'as mis. Bon, après, les Washington, chez eux, ils peuvent toujours tenter de gagner, remporter un match. Mais pour le coup, ouais, c'est même par rapport à tout ce que t'as dit, c'est rien que le niveau de jeu déployé, c'est fort, quoi. Les Sixers, on se rend compte réellement que mis à part, effectivement, leur duo ou même leur trio de tête un peu All-Star au niveau All-Star, ils ont des gars tout érodés, voilà, ils sont premiers de l'Est, on sait pourquoi. Les Wizards, on sent qu'ils sont un peu plus, même beaucoup plus dans le dur, qu'ils profitent peut-être pas des quelques je vais pas dire défauts, mais points où ils pourraient un peu plus s'appuyer. Alors ouais, il y a un Bradley Beal qui fait ses games. Westbrook, à part effectivement casser de la planche, c'est pas trop ça. Carrément. Antoine, toi, tu vois quoi sur cette série pour l'instant ? Je pense que c'est conforme à ce qu'on attendait. Je suis totalement d'accord avec Teddy. Les Washington ne profitent pas du peu d'opportunités qu'ils pourraient profiter. Et en face, les Sixers dégagent vraiment une assise défensive impressionnante et des capacités offensives qui font peur, à mon avis, aux autres franchises. Après, j'ai envie de dire, c'est qu'un échauffement pour le moment pour les Sixers. On les attend au second tour. Même si là encore, face à New York ou Atlanta, ils seront clairement supérieurs. Mais vraiment, pour le moment, j'ai l'impression que les Sixers sont bien en marche. Carrément. Et c'est vrai que la défense fait toute la diff. De toute façon, on l'avait dit sur la table de marque de la semaine dernière. Attention à la défense. La défense est en train de faire le taf. On le voit quand même. Washington n'inscrit que 105 points. Là où les Sixers en mettent 125. Donc en fait, les Sixers sont au-dessus défensivement, on le savait, mais largement au-dessus aussi en attaque. Il n'y a juste rien à faire. C'est une équipe qui est trop organisée. Et puis, comme vous l'avez dit, ils sont largement supérieurs tout en étant en mode croisière, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en pilotage automatique, c'est peinard, aucune pression. Si jamais il y a le moindre doute, un petit coup de pied sur l'accélérateur et c'est terminé. Vraiment, ils ne forcent rien. Je ne sais pas combien de temps joue Embiid sur cette série, mais ça ne doit pas dépasser plus de 25, 26, 27 minutes par match. Embiid était à peu près ça, ouais, je crois que j'avais regardé. Et ça veut tout dire. Carrément. Messieurs, on va passer sur New York-Atlanta. C'est une série sur laquelle on va parler un petit peu plus. Série très défensive en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu s'imaginer. En tout cas, du côté des Hawks, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins... Et même, globalement, une série plus disputée. C'est bizarre parce qu'on a à la fois l'impression que c'est serré et tout, mais en même temps que Atlanta a quand même une petite marge d'avance, un petit coup d'avance toujours sur son adversaire. Malgré un match serré en fait que Trae Young a éteint avec un immense tir, les Hawks savent toujours se débrouiller pour conserver leur avance. Moi, ce que je me demande, c'est où est le MIP. Randle a complètement disparu par rapport à sa saison. La réalité des playoffs aussi, c'est que au bout d'un moment, les bonnes équipes en playoffs, c'est celles qui ont de la continuité et de la profondeur. Les Hawks, ils sont renforcés l'année dernière, ils sont dans la continuité d'un projet et on voit bien que là ça fait la différence. Et les Knicks, qui même s'ils font une super saison régulière avec un super Randle, c'est l'année 1 des nouveaux Knicks entre guillemets, de la renaissance des Knicks. Donc voilà, moi je leur en veux pas forcément, et gros crédit aux Hawks quand même qui se construisent depuis longtemps et qui sont toujours en train de step up en fait, mine de rien. Donc messieurs, je vous laisse la parole. Vous en pensez quoi de New York Atlanta? Il y a quand même 1-3.
c'est compliqué là pour les Knicks quand même, j'ai l'impression. Moi, j'étais de ceux qui doutaient considérablement des Hawks et de leur capacité à bien performer en playoff. Au final, ils m'impressionnent. Enfin, je les voyais se faire rouler dessus en défense, notamment. Au final, Clint Capella apporte vraiment des choses. DeAndre Hunter est présent également. C'est vraiment une équipe qui me surprend. Gros crédit à Nate McMillan qui a réussi à bien remettre les choses en ordre. Trae Young aussi me surprend par sa capacité par sa maîtrise tout simplement. Son mental, il a un mental, le garçon. Il continue d'aller chercher des fautes en permanence, il a une confiance en lui vraiment, même quand ses shoots ne rentrent pas, ben, il fait toujours la même chose et au final ça finit par payer. Donc Atlanta à suivre, ils peuvent un petit peu, après la série n'est pas encore finie, je pense quand même qu'ils vont s'imposer contre les Knicks. C'est vrai que Julius Randle est transparent, après il est souvent trap. Il est dans des, il a du mal à se mettre. Il a du mal à se mettre dans ses dispositions. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression qu'il a du mal aussi à se rendre compte et accepter qu'il est trappe et que du coup, il faut que tu lâches le ballon. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des fois où tu peux faire une décision de passe plus rapidement, mais t'essayes quand même. Du coup, t'es là, tu perds un peu du temps et forcément, bah, après, là où il y avait peut-être une ouverture, ça se referme, quoi. Et il se prend lui-même il tombe tout seul, j'ai l'impression, consciemment dans le piège des Hawks et on peut que leur donner du crédit. De toute façon, ça se voit au niveau des stats, meilleur pourcentage, beaucoup plus de passes. On a un jeu qui est vraiment plus collectif du côté d'Atlanta. Donc toi, Teddy, c'est quoi ton analyse, ta lecture sur la série ? Ouais, c'est ça, c'est un Randle absent qui justement il tombe et il fait tomber aussi les siens avec. Derrick Rose, des joueurs un peu plus expérimentés qui connaissent ce genre de rendez-vous sont là, mais sont peut-être un peu trop tout seuls. RJ Barrett aussi est pas au niveau dont on l'attend et d'où cette montée en puissance de fin de saison. Là, on pensait justement qu'il allait être un des joueurs majeurs de la série, alors pas du tout. Tu parlais de la continuité des Hawks. Bah oui, elle se voit depuis que Nate McMillan a repris les rênes les ailes même de l'équipe. On voit réellement une différence. Ils ont un des meilleurs bilans après le All-Star Break et ça se confirme. Et qu'est-ce qui est important aussi en playoff et ce qui a été aussi effectué durant l'intersaison, c'est prendre des joueurs un peu plus d'expérience, Gallinari, Bogdanovic, Clint Capella, et puis faire confiance aux jeunes. On parle de Trae Young, on parle de John Collins qui est souvent associé à Capella, on parle du retour de DeAndre Hunter si je me trompe pas. Longtemps blessé qui revient et qui s'est planté ses 3 dans les corners avant de pouvoir faire bien plus de choses dans le futur. C'est incroyable, je ne m'attendais vraiment pas du tout. Pour moi les Knicks allaient passer mais difficilement, enfin du moins avec une très belle série. Je m'attendais pas vraiment et j'avais oublié en fait que les Hawks avaient une profondeur de banc on va dire un peu plus supérieure ou un peu plus solide que ce qu'on peut avoir, que ce que peuvent avoir les Knicks avec du Nerlens Noel à l'intérieur comparé à quand on fait effectivement quand on compare les deux effectifs, oui, c'est assez logique que les Hawks soient meilleurs au shoot, moi en fait, meilleurs au rebond, moi tu vois, j'aurais cru que les Knicks allaient battre les Hawks ou que en gros comment dire, genre là c'est vraiment les Hawks qui battent les Knicks. Genre c'est pas les Knicks qui sont en train de perdre face aux Hawks. C'est vraiment les Hawks qui sont juste plus intelligents, tu vois, meilleurs quoi, des deux côtés du terrain, collectivement et tout. Donc j'ai envie de dire aussi, il y a des joueurs par exemple comme Bogdanovic qui était un peu en dents de scie pendant la saison régulière, qui là sont performants et qui rendent tous ses shoots. Et puis aussi, j'ai envie de le rappeler, tu l'as dit au tout début, c'est l'année 1 du projet des Knicks. Ouais. Derrick Rose est venu en cours de saison, RJ Barrett découvre les playoffs, Julius Randle c'est pareil, même si du côté des Hawks c'est la même chose. Trae Young il voulait déjà faire les fins. Ça n'a pas vraiment de sens ce que je dis, mais j'ai l'impression que le projet est plus mature, que comme tu l'as dit Teddy, l'équipe est plus profonde et donc c'est aussi pour ça, tu vois. Mais en tout cas les Knicks, félicitations d'être allés en playoff, rendez-vous l'année prochaine. Les gars, Milwaukee, Miami, on va aller un peu plus vite comme je disais sur cette série parce que c'est vrai que à la fois c'est surprenant. Alors moi ce que je me suis mis comme petite note, j'ai même pas envie de rentrer dans les stats ou quoi que ce soit, j'ai mis que c'était une série ultra rapide et sans suspense. Ça j'ai envie de dire belle analyse. Sinon la domination des Bucks des deux côtés a fait le boulot fois 1000. Giannis qui clôt la série sur un énorme 20, 12, 15. Enfin il y a juste rien à faire pour Miami et c'est vraiment les deux opposés ces équipes, j'ai l'impression. C'est-à-dire que t'as des Bucks qui sont mieux organisés et renforcés par rapport à l'année dernière, là où le Heat
a l'air plus faible et moins bien organisé pour défendre et jouer les Bucks. Donc, je m'attendais pas à un 4-0, pour être honnête. Et je pense que personne ne s'attendait à un 4-0. Et en fait, même si je pouvais entrevoir un 4-0, je m'attendais pas à un 4-0 avec des matchs autant genre, il y a juste rien à faire, quoi. C'est des écarts de fou. Laisse tomber. Donc voilà, messieurs, vous, Milwaukee-Miami, c'est quoi vos retours sur cette série qui, du coup, est déjà terminée 4-0, quoi. Sweep. C'est même pas... Miami n'a pas pris un seul match. Moi, je ne m'attendais pas à voir Miami balayer aussi vite et aussitôt. C'est vrai que au vu du Game 1 très serré, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins réaction sur la suite des matchs. Et au final, Milwaukee est monté en puissance. Le Game 1 était un peu avec quelques incertitudes. Il y avait peut-être quelques points sur lesquels tu pouvais t'inquiéter sur la suite de la série. Et au final, ils sont montés en puissance. Mike Budenholzer a réussi à trouver des alternatives quand certaines choses ne fonctionnaient pas. Et puis surtout, tu as cette impression que tout rentrait. Bryn Forbes, je me souviens du match 2, on parlait du premier carton où il y a 46-20. Après Forbes, c'est Klay Thompson sur ce match. De 3 points. Et puis vraiment, Chris Middleton à son meilleur niveau. Jrue Holiday capable de faire bien plus de choses que ce que n'en faisait Bledsoe l'année dernière. Donc au final, pas étonnant. Même si on pensait que Miami... Moi, le 4-0 m'étonne pas, mais ce qui m'étonne vraiment, c'est, je te dis, c'est l'écart entre les matchs, quoi. C'est sans appel à tous les niveaux. C'est-à-dire, tu regardes le score final de la série 4-0, c'est pas étonnant. Par contre, putain, les écarts de match, quoi, c'est assez ouf. T'es dit, toi, Milwaukee-Miami, tu l'as vécu comment cette série? Ah, je l'ai vécu de façon express déjà, mais moi le 4-0 je l'attendais pas du tout. Pour revenir à ce que tu disais, et bon, vous avez bien parlé des Bucks, je vais pas revenir, mais je pense tout pareil que vous, hein. Donc je vais plutôt me concentrer sur le hit, et c'est vrai que c'est pas surprenant, on va dire, sur la... Il y a quand même 20 points d'écart, hein, sur la série. Il y a 20 points d'écart, et finalement par rapport aux Bucks qu'on attendait revanchards par rapport à l'année passée, et le hit qu'on pouvait se dire, allez, une confirmation sur la bulle de justement 2020, bah, on se rend compte qu'en fait il y a eu la confirmation surtout sur toute la régulière écoulée qui était très complexe dès le début de la saison. Ils sont bien revenus, et puis on voit finalement que ouais, c'est encore jeune sur certains postes, encore peu d'expérience, quelques joueurs qui sont partis en cours de saison et qui manquent, hein. Jake Roder qui est là dans l'Arizona, qui fait plaisir. Et ouais, pour finir, effectivement, si on compare encore une fois les effectifs, c'est sans appel. C'était compliqué pour le hit, et Jimmy Butler, on l'a pas senti une seule fois, pouvoir dominer comme il a pu le faire l'année passée, ou encore quand il était avec les Sixers où il portait sur son dos l'équipe. Là, ça fait du mal à voir, mais en tout cas, bravo les Bucks, je les attends avec grande impatience là pour les demi-finales de conf contre, je pense, l'équipe qu'on va enchaîner tout de suite. Ok. Brooklyn-Boston. Du coup, le vainqueur de cette série, qui est sans secret, j'ai envie de dire, va affronter du coup les Bucks au tour suivant. 3-1 dans la série, avec pareil un écart de quasiment 10 points sur la série, des meilleurs pourcentages, un peu plus de passes niveau Brooklyn. Les gars, il y a un trio chez les New-Yorkais, ça c'est juste pour piquer les gars des Knicks, qui met 85 points par match de moyenne sur cette série. C'est-à-dire que KD est à... Ouais, j'avais pas la stat. Ok, je vous balance toutes les stats, ok. Je vous balance les là stats sur le dernier match, je sais qu'ils ont mis 104 des 141 points. Je vous balance les stats des trois. Il y a KD, il est en 35-8-3. Kyrie, il est en 25-7-7-3. Et Harden qui est en 27-7-8. Wow. Donc, on a un trio qui score 85 points par match face à une meute de un loup composée de Jason Tatum et de son fils Deuce, qui score 30 points, 5 rebonds et 4,5 passes. Où est Kemba ? Ouais, c'est même pas sur ça que j'ai... Même s'il y avait Kemba, même s'il y avait un gros Kemba, je sais pas si ça changerait quelque chose. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des garçons quand même, on se dit... Peut-être que si Kemba il pouvait faire plus, je dis pas que ça changerait l'issue de la série.
Je dis qu'au moins ça nous offrirait une série. C'est-à-dire que là, ça va probablement se finir en sweep de gentlemen. Les Celtics arrivent à en prendre un, on se demande comment. Mais genre, d'ailleurs, Harden a raté un match, hein, le dernier, je crois d'ailleurs. Non, là sur le dernier, ils mettent à 3, ils mettent 104 des 141 points et Harden est à 18 passes d'ailleurs. Ouais. Mais moi, ce que j'ai. Après, je trouve que tu es un petit peu sévère. C'est vrai que, comme je le disais, c'était une promenade de santé, cette série. Mais quand même, je ne m'attendais pas à voir des matchs où les Celtics se battent. Mine de rien, les Celtics donnent du fil à retordre un peu à Brooklyn. Bon, alors Brooklyn est en chaussons et se balade tranquillement. Et tu sens qu'ils sont sereins, qu'ils ont 10 millions de solutions en attaque. Mais voilà, quand même. Il faut donner du crédit à Boston qui a perdu Jaylen Brown et Jason Tatum est exceptionnel. Il regarde dans les yeux les superstars d'en face. Tu gagnes pas, mais j'ai envie de dire c'est normal. De toute façon, tu pouvais rien espérer face à ce Brooklyn là. Teddy, Brooklyn-Boston? Bah, de même, un petit peu, les Celtics, je les attendais pas du tout gagnants. Pour autant, c'est vrai que si on a vu un meilleur Kemba, il y aurait eu ce côté un petit peu de. Donc on peut y croire pour l'année prochaine parce que Kemba sera encore là. Là, j'ai l'impression effectivement que le projet s'essouffle encore plus que l'année passée, etc., etc. Il y a des bons jeunes, mais c'est beaucoup trop jeune quand t'affrontes les Nets, et même des Nets assez lents. On les a vus en première mi-temps, donc la nuit de dimanche à lundi. Ils mettent un petit coup de pied d'accélérateur. On parle même pas de Joe Harris ou de Blake Griffin, enfin sur des séquences du moins, mais on oublie aussi que chaque joueur de Brooklyn connaît son rôle. Ça score très très facilement. Même pas besoin d'avoir une grosse défense, même pas besoin de forcément d'avoir les 3 superstars au top niveau pour gagner. Très très dangereux les Nets. Ouais, je suis assez d'accord. De Puis, de toute façon, De toute façon, les Celtics n'ont pas les armes. Non, il y a rien à faire, c'est trop compliqué. Déjà que de base, l'effectif au complet ne fait pas le poids, mais si en plus t'as pas Jaylen Brown, c'est trop compliqué. Kemba, de toute façon, je me moque un peu de lui gentiment, mais il est à l'image de sa saison, c'est-à-dire il est pas mauvais, mais il est pas au niveau du Kemba attendu. Donc non, trop compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Puis de toute façon, je pense que tout le monde dans la sphère NBA est d'accord avec cette lecture-là. Donc messieurs, Utah, Memphis, on passe à l'Ouest. Et là, on a une série qui me fait kiffer parce que il y a 2-1, mais selon ce qui va se passer sur les prochains matchs, il y a des trucs qui vont pouvoir se confirmer ou pas. C'est-à-dire que déjà quand même, je trouve il y a un gros écart de points sur la série, mais il y a 2-1. Au niveau du pourcentage au tir, on n'est pas loin. Au niveau des passes et tout, pareil. Statistiquement, c'est une série qui est très serrée. Et dès que Donovan est revenu, bim, le Jazz gagne 2 matchs et récupère son avantage du terrain du coup. Enfin quoique non, parce que là ça joue à Memphis encore pour un match. Ouais. Donc là Memphis doit absolument gagner le Game 4 en fait pour essayer de rester en vie, parce que sinon ça va être très très compliqué de retourner à Utah et de devoir gagner 2 matchs. Ça va être trop chaud. On a une super belle série, plus qu'il n'y paraît en fait dans les résultats finaux, et je trouve que malgré de gros écarts par moment en cours de match ou à la fin, Memphis s'est toujours recollé au score, c'est-à-dire que ils sont jamais bien loin en fait d'une victoire ou d'un lead dans un match. Mais voilà, en tout cas, comme je le disais, depuis le retour de Mitchell, le Jazz a gagné 2 de ses matchs. Le match 4 va être décisif. La victoire du Jazz dans le Tennessee leur a fait du bien. Et j'ai juste envie de dire un truc avant de vous passer la parole. Rendons hommage à un Mike Conley qui est monstrueux sur la série, en silence comme d'habitude, mais qui est monstrueux en 23-5-11 à 44% au tir. Je me rappelle des débats qu'il y avait quand il avait été eu All-Star, comme quoi, ouais, des Rosanne, blablabla, blablabla. Moi, j'étais là en mode, les gars, stop. Mike Conley est un vrai joueur, il fait une pure saison, il est premier de la ligue. Content pour lui, il confirme, il est super bon sur cette première série de playoffs. Les gars, Utah-Memphis, c'est quoi votre lecture là-dessus ? Vas-y Teddy, vas-y. Ouais, déjà, je vais essayer de pas dire trop de bêtises pour notre ami Paul s'il nous écoute. Non, mais en tout cas, effectivement, tu en as parlé, le retour de Donovan Mitchell qui fait clairement la différence. Memphis, encore une équipe finalement, on va dire jeune, et qui du coup, enfin jeune, il y a du Valanciunas, des joueurs expérimentés, mais qui donne tout, qui ils sont quand même en année 2. Hein. C'est l'année 2 du projet de reconstruction, donc c'est très très bien. Et puis ça joue très très bien, ils méritent largement leur place. On sait
qui sont capables de gagner. Là, on l'a vu au play-in de gros duels, ils ont pas peur du tout, ces gars-là. Dylan Brooks qui fait une très très bonne série, Jay Morant au scoring aussi, c'est assez incroyable, pareil en année 2. Pour autant, voilà, le Jazz qui depuis 2 matchs là est sur sa continuité de l'année. J'espère qu'ils vont encore une fois se rassurer, hein. J'adore mes potos les oursons, mais j'ai envie que le Jazz se mette encore plus en rythme parce que c'est la meilleure équipe de la ligue et on les sous-estime un peu trop, on se moque un peu trop d'eux, et peut-être à raison on verra en demi-finale de conférence, je sais pas, mais en tout cas mais il faut se méfier d'eux, ils ont des ressources. Rudy Gobert, un très très gros match aussi défensif là dernièrement, très attention. Tu disais, est-ce on se moque un peu d'eux? Pour l'instant, à mon sens, c'est à raison. Parce que c'est les résultats en playoff qui comptent en fait. C'est-à-dire que Utah a l'effectif pour faire des choses en playoff et pour l'instant, ça n'est pas allé très très loin. L'année dernière, ils se prennent un 3-1 lead, retournement de situation dans la gueule quand même. Donc ouais, non, carrément. Puis Antoine, toi, Utah-Memphis, tu le vois comment? Moi, j'aimerais bien que Memphis... Genre ça me ferait chier que ça finisse en 4-1, je vous dis la vérité. Ouais, sachant aussi. que ça serait pas juste pour eux parce que ce serait pas à l'image de la série pour l'instant. Et parce que ce serait une petite récompense quand même de faire un peu mieux face à un Utah au complet, tu vois. Après, vous avez oublié de parler d'un homme quand même, c'est Tyler Jenkins, qui trouve toujours des solutions et trouve toujours un moyen pour faire en sorte que son équipe soit dans le match. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des coachs, on a un beau Même duel. quand elle est à moins 10, moins 12, moins 14, Memphis ne se désolidarise jamais et trouve toujours un moyen de recoller au score, panier après panier, séquence après séquence. Après, j'ai envie de te dire que, à mon avis, ça finira quand même en 4-1 parce que Utah est trop sûr de ses forces. Là, vraiment, ils sont pleins de sérénité avec un Donovan Mitchell qui revient. J'ai l'impression qu'il est à 100% de ses moyens. Donc, Utah n'a qu'envie d'aller au second tour et malgré toutes les belles capacités de Memphis, j'ai peur que ça finisse en 4-1, même si c'est vrai que ce serait beau qu'ils en gagnent un second. Je pense que Memphis a absolument... Memphis, s'ils veulent espérer survivre là-dedans, il faut qu'ils gagnent le Game 4. Genre, c'est sûr, il faut qu'il y ait 2-2. Il faut pas que tu ailles à Utah avec un 2-1, avec un 3-1 dans la tête. Ça me paraît évident, sinon c'est mort. Tu vois, même si je les vois peut-être éventuellement en prendre un à Utah... Après avoir perdu tes 2 matchs à domicile, quand même, ce serait difficile C'est aux Forceps d'aller en gagner. Hein, franchement, Utah, tu retournes à. Enfin, je crois plus qu'elle s'appelle comme ça, mais j'allais dire à la Vivint Smart Home Arena. Si. Avec le public en feu, à mon avis, tu finis la série comme ça. Si jamais tu prends le game 4, là, tu finis la série au game 5. Si t'es Utah. Ouais, carrément. On passe à la série suivante, toujours dans l'Ouest. Clippers-Dallas. Une série où visiblement l'avantage du terrain, c'est de l'eau volvique, c'est de la bonne eau volcanique, pardon. Série en tout cas ultra intéressante parce que malgré le score à 2-2, chaque match se termine sur un gros écart en termes de score. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop eu de suspense, j'ai l'impression, sur un seul des matchs. Je parle vraiment, quand tu arrives dans le 4e quart-temps, j'ai pas eu l'impression qu'il y a un seul match où on se dit on sait pas qui gagne en fait. Tu vois, genre dans le 4e quart-temps, on sait toujours qui c'est qui va gagner. 2-0 pour, du coup je l'ai dit, les Clippers ont gagné leurs 2 matchs à LA et les Clippers ont gagné leurs 2 matchs à Dallas. La série retourne à LA, il y a 2-2. Petit point stat très 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 rapide. Kawhi est en 33-8-4. Paul George est en 25-8-4 et Luka est en 33-8-8 sur cette série. J'aimerais aussi que vous me parliez vite fait de votre Zubac. Je vous balance une petite stat que je suis allé chercher. C'est ses temps de jeu. On disait qu'il y avait des problèmes avec Zubac sur les games 1 et 2. Et donc game 1 et 2 c'était 20 et 22 minutes, game 3 et 4 c'était 12 et 18 minutes. Donc malgré quand même 18 minutes sur le game 4 pardon, ce qui est assez proche du temps de jeu qu'il avait en début de série, il y a le game 3 où il joue que 12 minutes et en tout cas il y a eu des petites modifs en termes de son utilisation et à partir de là ça a commencé à aller un peu mieux pour les Clippers. Teddy, défoule-toi, ouais. Faut piquer, c'est l'ennemi là, c'est maintenant. Ouais, alors visiblement, les voiliers, on le vend en poupe ces quelques derniers jours. Hein, comme quoi, Tyronn, il avait raison quand il a dit à la sortie du 0-2, faut pas s'inquiéter,
on n'aura pas de pression à l'extérieur, on va gagner et tout. Enfin, on va gagner, il a pas dit ça, mais ils auront moins de pression à l'extérieur, mes joueurs. Bah, comme quoi, hein, ça s'est avéré payant. En tout cas, t'en parlais du choix de Zubac de le jouer, de le faire moins jouer, bah, il a bien eu raison. J'ai surtout parlé de nos amis Paul George, enfin nos ennemis pour ma part, Paul George et Kawhi Leonard, qui sont aussi très bien revenus dans la série, hein. Les deux qui font une réelle série qui porte les Clippers, c'est ce qu'on attend d'eux et ils le font très très bien. On a senti peut-être un coup de moins bien du collectif de Dallas, mais ils sont toujours là, ils tombent effectivement face, comme on l'attendait de base avant que la série commence, à plus fort qu'eux, avec un collectif plus complet, en tout cas paré au niveau expérience pour ce genre de rendez-vous. J'ai très hâte de connaître la suite parce que s'il y a bien une équipe qui est capable, on l'a vu depuis maintenant un an, d'embêter les Clippers, c'est bien Dallas. Ils sont très très surprenants. Mon ami Doncic, je parierai jamais contre lui tant qu'il est dans la ligue. Donc voilà, je laisse la parole à Antoine, mais série très indécise encore pour moi. Moi, j'ai l'impression que les Clippers sont arrivés dans cette série avec vraiment une sensation de supériorité. Tu vois, ils se sentaient supérieurs, ils regardaient Dallas de haut, ils pensaient que ça allait se passer comme la saison dernière. Au final, Doncic a remis les points sur les i, l'église au milieu du village et je Et ne sais rendu quel à autre César ce qui lui appartient. express. C'est pour faire la triade. Voilà, exactement. Exactement. Il a vraiment fait deux masterclass. Ben, il continue de faire des masterclass, même si son dernier match est un petit peu moins impressionnant parce qu'il est mieux défendu. Et puis, du coup, les Clippers, au fur et à mesure de la série, ils se sont reconcentrés. J'ai l'impression il a qu'ils quand même ont. les stats de Kawhi Luka, alors que le mec a 12 Ouais. ans et il fait 5 passes de plus. J'ai quand même l'impression que les Clippers, tu vois, t'as trouvé Ben là, déjà, t'as changé ton 5 majeur, t'as mis Nicolas Batum en T'as un meilleur pivot. Et du équilibre. coup, tu as trouvé comment attaquer cette équipe de Dallas. Tu commences aussi à comprendre comment un peu mieux les défendre. Tu bloques les autres au lieu de bloquer Luka, même si là, comme je le disais, le dernier match, Luka est un peu moins impressionnant. Mais du coup, balle au centre. Mais j'ai quand même l'impression que les Clippers sont plus forts et vont finir cette série maintenant qu'ils ont gagné les deux matchs à l'extérieur. Il fallait gagner ces deux matchs-là. Maintenant que tu l'as fait, tu peux aborder quand même la suite de la série avec plus de sérénité, j'ai l'impression. Carrément. Après, c'est vrai que ça urge, tu vois, donc faut pas non plus qu'ils se fassent avoir. Là, de toute façon, c'est clair et net pour les Clippers. Tu reviens à LA, faut refermer le couvercle, tu vois. C'est-à-dire que on en a laissé deux, c'est bon, on refait pas les mêmes bêtises. Ça m'étonnerait Et, pas du tout que les Mavs en fait arrivent à en reprendre un. Par contre, attention, si c'est le Game 5, genre là, s'il y a 3-2 Mavs dès le prochain match, ça, c'est très et inquiétant. Mais qu'après justement, t'as un Luka en pyromane là au game 6. Game 6 et Game 7, même sur un Game 7, j'ai pas envie de prendre Luka, franchement. Sur un Game 6, j'ai encore moins envie de le prendre, mec. Ouais, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le prendre sur un match coup près où il peut t'éliminer, ça fait vraiment Non, peur. non, c'est clair. Et même si t'as Kawhi de ton côté et tout, et Kawhi monte vraiment en puissance là dans la Hmm. série quand même aussi, ça y est, il redevient le cyborg qu'on attendait, mais enfin, qu'on a vu qui a gagné le titre avec les Raptors, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils vont gagner ce match, ils vont pas laisser le Game 5, mais attention, attention à Doncic. Carrément. En tout cas, on verra ce que ça aura donné d'ici à la semaine prochaine. Les gars, l'avant-dernière série de playoffs qu'on va attaquer sur cette émission, c'est Denver-Portland. C'est ultra serré de tous les côtés. Statistiquement, etc., en termes de stats collectives et tout. On a un duel de mutants entre deux gars qui auraient largement pu être candidats MVP, entre Lillard et Jokic. Enfin, il y en a un qui est candidat et l'autre qui ne l'est pas. On préfère mettre Steph pour des raisons qui m'échappent. Ça, c'est pour mettre un petit tacle. Gaulerie, on reviendra dessus après. Les gars, Lillard, il est en 31-4-10 sur cette série. Jokic, il est en 31-11-3. C'est une série que je suis pas tant que ça, je la suis un peu de loin et tout, mais j'avais pronostiqué Portland en 6, c'est toujours possible, mais là maintenant ça m'étonnerait à 2 partout. Malgré ça, je vois pas non plus une série en 7 en fait, donc je pense que celui qui gagne le prochain match termine le taf au Game 6. Je sais pas
Ah ouais. Ouais, Antoine, toi tu vois ça comment? Là du coup la série repart à Denver. Ah, moi, je pense que vraiment, c'est complètement aléatoire. C'est tellement difficile de donner une bonne lecture de cette série. C'est C'est pour ça que j'ai l'impression que celui qui va gagner le prochain match va avoir trop de confiance et l'autre va être au fond du Moi, trou, je suis quoi. pas sûr. C'est Je justement pense pour que ce que tu dis. Denver peut perdre ce match et ils ont tellement d'expérience justement. Ils se sont déjà retrouvés dans cette situation qu'ils peuvent totalement recoller au match d'après. Et Portland, je pense qu'ils ont les joueurs totalement capables, même en situation d'élimination, de prendre feu et du coup Hmm. décrocher un Game 7. Donc vraiment, j'ai du mal. Moi, je pense que ça va aller en 7. Et je pense qu'on va arriver vers un duel Jokic Lillard McCollum parce que c'est vrai que lui, Jokic, il n'a pas son Murray, mais bon, même si Michael Porter fait le taf, mais je pense qu'on va arriver en 7 et ça va être un duel de superstars et ça va être qui fait gagner son équipe. Carrément, carrément. J'en place juste une Ouais. quand même pour la petite photo que j'ai utilisée de Jokic qui est peinard sur le bench. Il attend son MVP, peinard. Enfin voilà, ça m'a fait gaulerie de mettre cette photo. Teddy, Denver-Portland. Bah, d'ailleurs, Portland, c'est une série qu'on a déjà vue il y a quelques saisons. C'est une série qui, j'ai l'impression, comment dirais-je ça, genre, par rapport aux séries qu'on va peut-être parler plus tard à l'Ouest ou qu'on vient juste de parler, où je vais pas dire que tous les matchs se ressemblent, mais il n'y a pas de. Il n'y a On pas de attend quelquefois dynamique qui se des dégage. Ouais. vrais ajustements, mais On comprend il y a rien sur toujours. cette Enfin, série, j'ai l'impression. voilà, on connaît comment. Enfin, même quand les Portland, même quand Portland ou même quand Denver joue leur meilleur jeu, on l'a vu avec Portland qui Artie à 3 points incroyable au niveau du pourcentage. Denver arrive quand même à gagner. Ces deux équipes surtout pour les Nuggets qu'on effectivement un très très bon jeu qu'on connaît bien maintenant depuis plusieurs saisons, qui a fait qui fait le taf, et même sans Murray qui arrive à trouver des ajustements avec Michael Porter Jr., enfin avec Campazzo, pardon, l'Argentin Facundo. qui fait aussi son tour en NBA. Facundo Campazzo, voilà. Mais, mais de l'autre côté, pareil, enfin, voilà, en fait, il y a plein d'individualités qui ne déçoivent pas du tout dans cette série. Norman Powell qui est bien revenu d'ailleurs au match 4. Mais je sais pas ce qu'il faut. Pareil, j'arrive pas du tout à lire cette Moi, série. Est-ce qu'on aura un CJ McCollum game? ouais. J'en sais rien du Ça tout. m'intrigue énormément. Lillard Mais est. il y a juste un truc aussi que j'ai vu du coup en faisant les stats parce que c'est vrai que Vas-y, Lillard, j'avais dit, il est en 31, 4, 10, il est incroyable. 9. Mais en gros, il y a sur les 3 premiers matchs, il est genre à 37. 37-40 et le 4e match par contre il est genre à 10 points à genre entre 10 et 20% C'est de tir. souvent arrivé cette Ah, il saison. gagne. Ça. Cata. C'est souvent arrivé cette saison qu'il lâche des matchs à 50 et qu'ensuite le. Et j'ai l'impression que ça peut être le pire truc en fait pour Denver. Et t'as les stats de Jokic ou Pour pas? Portland, c'est-à-dire que plus la série avance, comment? T'as les stats de Jokic ou pas sur la série? Bah j'ai les stats, j'ai fait la moyenne sur les 4 matchs, j'ai pas match par match, mais je crois que c'est un peu plus stable quand même, un peu plus régulier. Mais moi je vous dis, les soirs où... Et c'est souvent comme ça pour Portland, les soirs où ça rentre pas pour Lillard, bah ça gagne pas du côté de Portland. Donc voilà, en tout cas série ultra intéressante à suivre et on fera un point la semaine prochaine. Les gars, De toutes les séries, quand même de toutes les séries, je pense que c'est la plus indécise celle-là. ah je sais pas, parce que là mec, C'est la plus serrée. on Ah. arrive sur une série. Oui, on arrive sur le main On arrive event. sur- On Oh, je arrive vais y sur le aller. On main arrive sur event. le... Je vais y aller. On arrive sur le main stage là. Ouais. On arrive sur le truc le plus. C'est la seule. Je vous le dis en toute objectivité, c'est la seule série qui compte sur ce premier tour. Ça c'est. Pistons Ça Rockets. c'est placé. Bon, Ah, pardon. Euh, à tous les spectateurs, je suis seul. Là maintenant, dans les 5 minutes qui viennent, je suis seul. Ok. là, à partir de maintenant, ça va être la messe. Lakers, Suns. Plutôt Suns Lakers d'ailleurs si on respecte l'avantage du terrain. La meilleure équipe de la série, hein, qui sont Les gars, il y a deux qui sont partout. les Suns, évidemment. Je le répète, hein, mais l'avantage du terrain, c'est de l'eau volcaneuse. Ça, c'est dit. Est-ce que les Lakers sont en danger? Anthony Davis, il s'est pété sur le Game 4, blessé aux adducteurs. Pas plus d'infos pour l'instant. A priori, il est questionable pour le prochain match. Donc, je pense que... De toute façon, il qu'il sera va pas à 100%. jouer. De toute façon, même s'il Ouais. joue, il sera pas à 100%. Je pense qu'il va pas jouer. Je pense qu'il va pas jouer le prochain match et qu'il jouera à partir du suivant. De toute façon, on le sait, en playoff, personne n'est jamais vraiment à 100%. Il y a toujours des petits pépins et tout. Là, ça arrive quand même au pire moment car la série retourne à Phoenix.
Le point stat, il va être un peu long parce que il y a des gars qui m'intéressent et d'autres dont on parlera aussi après. Booker est en 25-5-5, grosso modo. Ayton est en 20-13, 0,25 passes. LeBron est en 22-8-8 et AD est en 22-8-3. Il y a énormément de trucs à dire. Quoi qu'on pense de cette série, malgré les blessures d'un côté ou de l'autre, on a quand même deux équipes qui se regardent droit dans les yeux, que tout peut arriver de chaque côté. En fait, tu as les armes pour remporter la série. Et parmi ceux que j'avais pas cités dans les stats, du coup, je pense très très fort à Chris Paul, évidemment, qui fait du Chris Paul, en fait. Et à Dennis Schroeder qui fait le taf. Avec la blessure d'AD, j'aurais aimé voir un KCP sur le terrain lors du match 4. Malheureusement, il était absent. J'ai aucune difficulté en fait à avoir une lecture limpide sur la série dans l'ensemble et à comprendre ce qui se passe. Par contre, j'ai énormément de mal à me projeter. J'ai l'impression en fait que plus que jamais, les matchs à venir, enfin dans les matchs à venir, on va avoir un duel de fou entre Chris Paul et LeBron. Pas tant forcément dans le scoring. Mais vraiment dans lequel va faire gagner son équipe, lequel est en fait le meilleur chef d'orchestre de son équipe sur cette série. Et voilà, donc j'aime beaucoup les autres joueurs, les histoires d'avantage du terrain, j'aime beaucoup Frank Vogel, j'aime beaucoup Monty Williams, mais là on arrive à un moment crucial. T'aimes beaucoup Frank Vogel? On arrive à un moment non mais tu sais c'est une histoire de parler, tu sais j'aime bien Brésil, Ronaldinho, machin chouette. Mais là, on arrive à un moment crucial dans la série où en fait ces deux garçons doivent s'imposer. Et voilà, donc pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, j'ai un peu peur, mais en même temps j'ai hâte parce que malgré les absents et les aléas en fait qui font un effet up and down, on galère un peu quand même à se projeter dans la série. Et ben on a une vraie série qui est à 2-2, qui est ultra disputée. Il y a qu'un seul point d'écart, on le voit au niveau des stats, hein, genre c'est ultra serré. Et voilà, une série ultra défensive, d'ailleurs j'en ai pas trop parlé, où tout peut arriver. Gros crédit à la photo que j'ai utilisée qui m'a fait taper une barre, cette séquence où LeBron s'amuse avec son dernier jouet, son jouet Crowder. donc voilà, messieurs, allez je donne la parole à Teddy, comme ça Antoine il pourra nous répondre là-dessus, vu que nous on est les plus objectifs sur cette série. Teddy. Ouais, donc doit-on s'inquiéter pour les Lakers? Ouais. Non, mais je pense déjà pour commencer avec nos amis les Suns qui vont rester sur ces continuités. Le troll de Chris Paul, blessé pas blessé, bon, on l'a vu ce dimanche à 21h30 qui va très très bien, notre ami, que l'épaule va bien, qu'il est capable de chercher très loin son shoot comme il sait faire. En tout cas, voilà, tu parlais de chef d'orchestre, il est incroyable sur cette série. Il n'y a même pas besoin d'un grand Devin Booker pour que Phoenix gagne. Encore une fois, tu parlais de Jake Roder, mais c'est pas le seul. Ils connaissent leur rôle. Tous les joueurs qui entourent, on va dire, ce duo, même ce Big Three avec un DeAndre Ayton incroyable. S'il y a bien un gars que je pensais pas à ce niveau-là au premier tour, enfin ses premiers playoffs, c'est bien lui. Et je pense que, enfin, on l'oublie pas parce que quand on voit les matchs, il crève l'écran. Mais c'est clair que la défense, voilà, tu parlais de la défense des Lakers. Pourtant, j'avoue que j'en ai un peu marre de voir DeAndre Ayton tout seul sous le cercle. Ça me rend fou. Ouais, c'est ça. Qu'il a que des dunks ouverts. Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit dans mon truc, mais ça me rend vraiment dingue. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un choix aussi. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous laisse parler, mais j'ai l'impression que c'est un choix aussi. Genre, tu préfères te faire punir par Ayton peut-être que par des shooters à 3 points. Ouais, bon, je peux comprendre. Je termine parce que du coup, ouais, c'est ça. C'est un petit peu un petit coup de gueule contre certains joueurs des Lakers et en passant justement par l'entraîneur, je comprends pas tellement les rotations au poste intérieur. Montrezl qui est, à ce que j'ai compris, hein, quand même meilleur 6ème homme de l'année. On le fait très 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 peu jouer, enfin on le fait même pas du tout jouer au dernier match. On récupère des Marc Gasol qui... C'est une arnaque. Au dernier match, Marc Gasol qui fait plutôt à chaque fois de belles séquences, de belles entrées, et qui finalement alors peut-être aussi parce que c'est compliqué en défense pour lui, mais n'est pas là où ça compte. On laisse jouer pas mal André Drummond. Et autour, les role-players des Lakers, t'en parlais de KCP qui était pas là. On a quand même McLemore qui fait aussi. Enfin, en fait, on a une profondeur de banc incroyable chez les Lakers, mais on n'arrive pas à trouver un roster encore au bout de 4 matchs qui est capable de se dire ok, c'est lui, notre roster, on va dire nos 8-9 joueurs qui sont capables de remporter ce match. Enfin, ça change tout le temps. À l'image de toute l'année, je suis un petit peu saoulé par ça parce que c'est pas comme ça qu'on gagne déjà une série, mais qu'on gagne aussi des playoffs. Ok, il faut s'adapter à notre vis-à-vis aux Suns, mais pour le moment, c'est toujours pas fait, et on le voit à 2-2. Les Suns se respectent et
respectent leur classement et jouent leur jeu admirablement bien, avec beaucoup de malice, parce qu'ils ont des joueurs capables de ça. Les Lakers sont pas au niveau et il y a des joueurs qui doivent step up. Vous le voyez ici. Voilà, le lieutenant des Lakers, il s'appelle pas Alexis Caruso, hein. Lieutenant de LeBron. À toi, C'est Antoine. clair, Kuzma aussi, ce serait bien qu'il mette quelques tirs. Ah ouais. Non, pour le coup, moi, de toute façon, je vais pas faire le hater des Lakers face à deux fanboys, parce que je m'en fais pas pour les Lakers. Même si tu as évoqué toutes les problématiques de rotation, de repères en fait qui te manquent et de prise de rythme tout simplement, parce qu'il faut pas oublier que LeBron revient tout juste et que Davis n'est clairement pas à 100%. En face, tu as une équipe qui, elle, au contraire, est pleine de certitudes, pleine de repères et qui n'a aucun mal à jouer son jeu malgré un Chris Paul diminué. Du coup, je pense que de toute façon, à la LeBron peut se permettre de voir aller des séries venir en 7. Et donc, je vois la série aller en 7 avec un Phoenix qui continue de nous surprendre. Et un match serré, même sur le Game 7, mais un LeBron qui montre que c'est le meilleur chef d'orchestre de la ligue et peut-être même de tous les temps. Pour répondre à ta question tout à l'heure, quand tu demandais qui serait le meilleur entre CP3 et LeBron. Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au vu de la physionomie de la série et au vu de la physionomie de la saison, on a des Suns qui sont fidèles à eux-mêmes, des Lakers qui sont un peu plus troublés par des blessures, par des trucs comme ça. J'ai du mal là à 2-2, tu retournes à Phoenix, j'ai du mal à voir une série en 6. Je pense que ça va partir sur une série en 7. Et tu vas pas me faire croire que sur une série, que sur un Game 7, LeBron perd. Moi si, j'aurais une vision plus rationnelle. Ouais, mais mec, quand LeBron passe l'épaule, on la connaît cette phrase. Non, mais moi j'aurais une vision plus rationnelle si c'était pas LeBron James en face. Parce que je pense que Phoenix a une meilleure équipe de basket, un meilleur jeu, et je pense, en tout cas là, à l'instant T, tu vois. C'est juste qu'en face, t'as un mec qui est juste invincible en playoff, quoi, un premier tour. En plus. Et donc, j'aurais une vision plus rationnelle si c'était pas LeBron James en face. Mais LeBron James sur un Game 7, face à une équipe, à une équipe un peu inexpérimentée, même si t'as un Chris Paul en face, j'y crois pas, tu vois. Donc je te dis LeBron, ça manque peut-être un peu d'arguments ou d'analyse, mais pour moi c'est un peu la loi du basket qui règne depuis 2003, quoi. Enfin depuis 2010, mais voilà, vous m'avez compris. Je suis d'accord, puis surtout ces dernières années en fait, bah on le voit, hein, quand LeBron va en playoff, LeBron va jusqu'en finale. Voilà. Point barre. Voilà. Il y a pas une seule fois sur ces dernières années où, sauf les dernières fois, c'était quoi avec le Heat. Enfin bref, on s'en fout, tu vois, mais sur ces dernières années, LeBron en playoff est égal à LeBron en finale. Tu vois, c'est une équation après, où il n'y a pas de. Paul doit bien rigoler, il doit dire que c'est des arguments de Tweetos, mais n'empêche que pour moi, c'est. Ouais, mais tu vois, Paul est tout le temps pété. Quoi ? Ah, Paul, pardon, je croyais que tu parlais de Chris Paul. Oui. Paul est tout le temps pété. Mais Paul est tout le temps pété quand même. Ouais. Polo va très très bien. Écoutez, ok, super. Bah écoutez, avant de conclure vite fait, c'est vrai que c'est un peu un truc à la trash talk, mais je me permets vite fait. Un joueur à suivre là sur la suite de ces premiers tours de playoff. Je croyais que tu parlais de la série. Sur tous les playoffs là, surtout le premier tour de playoff, un petit gars à suivre comme ça sur lequel. Frérot, je vais pas faire dans l'original, mais je vais te dire Luka, c'est tout bonnement incroyable de le voir jouer. Et voilà. Et si je devais te dire une petite wildcard, je te dirais Ja Morant. Ok, bah t'es un bon bâtard parce que tu m'avais pris Luka, mais la wildcard est la bienvenue. Donc top. Teddy, un joueur à suivre. Il y avait aussi Luka, mais allez, je vais dire, même si j'ai un peu peur pour le Knicks, Julius Randle, au moins qu'il sauve les meubles au Madison Square Garden au retour. Et moi, petite wildcard aussi, LeBron. C'est vrai que là, c'est l'heure d'activer le cheat code, poteau. Hein. C'est maintenant. Hein. Il est temps. Les fameux LeBron qui passent l'épaule, c'est maintenant qu'il faut l'activer. Il faut qu'on le tweete en majuscule. Donc, Après, il y a tellement de joueurs à suivre, mais je trouve que ces playoffs, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces playoffs sont vraiment, vraiment agréables à suivre. Et... Bah en tout cas, c'est pour un premier tour, on est bien servi. Exactement, et ça promet pour la suite. Tu vois, sur un premier tour, on n'a pas beaucoup de. Et ça promet, ça promet pour la suite. Excuse-moi, les séries qui arrivent, Bucks, Nets, carrément. Et même à l'Ouest, ça va être vraiment haletant. J'ai hâte. Ça va être super kiffant, et surtout que à l'Ouest, on va avoir vraiment des physionomies super différentes de tour en tour, tu vois. Ouais.
entre des équipes qui vont pas du tout faire les mêmes séries d'un tour à un autre en fonction de l'adversaire. Donc super, messieurs. De toute façon, on fera un point sur pareil sur les playoffs toujours. On va en parler chaque semaine forcément. Donc la semaine prochaine, on aura déjà des seconds tours qui auront commencé, je pense, des Game 1, peut-être des Game 2. J'ai pas du tout regardé le calendrier, mais voilà. On va enchaîner